Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue ce soir avec Philippe David. On va parler de l'entrepreneuriat français. Voilà, oui. de celles qui s'engagent, qui créent des entreprises, qui imaginent des choses, qui fabriquent, qui se lancent. C'est ça. L'entrepreneuriat au féminin. Au féminin, absolument. Mais on est très heureux en tant qu'homme d'y participer. C'est ça. Je vous en prie. Le magazine Be a Boss a orchestré un périple national pour valoriser et soutenir l'entrepreneuriat féminin. Une initiative visant à aider les femmes entrepreneurs à franchir les barrières tout en galvanisant leur passion et leur aspiration entrepreneuriale. L'événement a rassemblé plus de 1000 femmes déterminées, parmi lesquelles 17 ont été sélectionnées pour concourir lors de la grande finale qui a eu lieu le 21 septembre en collaboration avec Sud Radio. 4 des finalistes et lauréates sont avec nous ce soir. Et puis, Applis Medical vise à rendre la kinésithérapie respiratoire plus amusante grâce à une flûte innovante. La start-up basée dans l'Oise a développé cette flûte qui connecte finalement à une plateforme de jeu conçue pour engager les patients de manière plus efficace dans leur exercice de kinésithérapie. Vanessa Le Sobre sera avec nous. Elle est CEO de cette Applis Medical. Circuleg offre une nouvelle vie aux coquilles d'œufs. Oui, c'est incroyable mais vrai. 40 000 coquilles d'œufs sont incinérées chaque année. Pour limiter ce gaspillage, la start-up Circuleg extrait de ces déchets des molécules d'intérêt utilisées, accrochez-vous bien, dans l'industrie agroalimentaire, le BTP ou encore la cosmétique. Focus sur une entreprise qui ne cesse de s'étendre. Justine Lecallier, directrice générale de Circuleg, sera en notre compagnie. Est-ce que vous connaissez Willby, l'appli gratuite pour découvrir des métiers en story? Willby, c'est cette application qui permet aux jeunes, particulièrement âgés entre 15 et 20 ans, de découvrir divers métiers à travers des stories filmées par des professionnels. Charlotte Tandou sera avec nous, présidente de Willby. Et pendant toute l'émission, nous aurons le plaisir d'avoir en notre compagnie Laurent Zagaroli, fondateur de Be a Boss. Et voilà, bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et nous partons dans l'Oise avec cette Applis Medical vise à rendre la kinésithérapie respiratoire plus amusante, et c'est une flûte innovante qui a été mise en place par Vanessa Le Sobre, CEO de Applis Medical. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe Sud Radio et aux auditeurs. On va revenir immédiatement sur le constat, parce que rien n'arrive forcément par hasard. Combien aujourd'hui de personnes en France souffrent de troubles respiratoires ? Alors, c'est plus de 3,5 millions de personnes qui souffrent de ces troubles en France et 392 millions dans le monde. Donc, c'est la troisième cause en fait, de décès. L'insuffisance respiratoire, c'est la troisième cause de décès dans le monde. Et on peut dire qu'avec la pollution, ça ne peut que s'accélérer, c'est ça ? Exactement, les chiffres sont plutôt en croissance malheureusement. Et effectivement, surtout dans les pays industrialisés et auprès des fumeurs aussi. Vanessa Le Sobre, il y a aussi, quand on regarde votre site et qu'on regarde ce que fait votre société, il n'y a pas que la pollution atmosphérique, il n'y a pas malheureusement que tous ces problèmes, il y a également les maladies, on va dire génétiques, etc., pour lesquelles votre flûte, on va l'appeler comme ça, c'est une flûte respiratoire, une flûte. Pour notamment les problèmes de bronchiolite, de mucoviscidose, etc., vous nous la montrez d'ailleurs en direct, est totalement utile. Oui, exactement. En fait, on cible les patients insuffisants respiratoires chroniques au sens large. Donc, c'est la bronchite chronique qui atteint beaucoup de personnes puisque c'est les anciens fumeurs, et également des maladies plus rares comme la mucoviscidose, la dyskinésie ciliaire primitive, et puis l'asthme sévère. Bon, là où on a quand même pas mal de patients concernés également. Donc ce constat vient du fait que tous ces gens qui sont atteints avaient en tout cas des exercices à faire, et en l'occurrence les plus jeunes, des exercices qui finalement sont très compliqués à tenir. Oui, exactement. On leur demande de faire tous les jours un exercice qui dure 20 minutes. Donc la plupart du temps, on leur demande de souffler dans un verre d'eau avec une paille. Et c'était que des systèmes mécaniques, donc très rébarbatifs, ce qui fait qu'au final ils ne le font pas, et seulement 10% le font de manière plutôt assidue, et pour les autres on les retrouve souvent hospitalisés pour crise d'exacerbation respiratoire. Alors Vanessa Le Sobre, on va pas vous demander les secrets de fabrication évidemment, mais comment est venue l'idée, et techniquement, comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche? Ok. Alors l'idée, elle est venue avec des pneumologues et des patients lors d'un hackathon qui est, on va dire brièvement pour les auditeurs, un espèce de challenge qui dure 2 jours où on est entouré d'ingénieurs, etc., et qui permettent de mettre une idée
en place. Oui. Donc, l'idée, on l'a eu à Lille, au CHU de Lille, fin 2019. Et voilà, depuis, on a développé plusieurs prototypes. Et alors, comment ça fonctionne? Donc, c'est simple. On souffle dans la flûte, on appuie sur des boutons. C'est un peu comme une manette de jeu. Il ne faut pas le voir comme une flûte en tant que telle. Et on va interagir avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo, il est calibré, les séquences de souffle qui sont à l'intérieur de chaque jeu sont calibrées avec un kiné, respi, de manière à ce que les séquences soient bénéfiques aux patients et non pas je souffle et je m'épuise. C'est vraiment des techniques reprises de la kinésithérapie respiratoire qui sont encapsulées dans nos jeux. Mais c'est génial. Ça existe depuis quand? Est-ce que ça c'est quelque chose de difficile à mettre en place, puisqu'on parle santé, dès qu'on parle santé, c'est toujours très difficile, il y a des normes, il y a tout un tas de choses. Est-ce que ça a été un long chemin? Oui, on s'est lancé fin 2019 et on a commercialisé là au mois de mai. Donc pendant toute cette période, on a eu toute notre phase d'industrialisation et puis de dossiers réglementaires, de manière à avoir un produit qualitatif qu'on puisse mettre dans les mains, du patient. On est dispositif médical de classe 1 et donc. Alors c'est quoi un dispositif médical de classe 1 pour les auditeurs, parce que tout le monde ne le sait pas? Alors, un dispositif médical de classe 1, c'est un dispositif médical qui n'a pas une allégation médicale forte. Nous, c'est un outil d'aide à la rééducation respiratoire. On ne va pas jusqu'à dire qu'on peut améliorer la capacité respiratoire du patient, parce qu'il faudrait prendre des mesures à un instant T0 et puis faire une étude pendant 3 mois sur une cohorte de patients. Et ça, c'est des études qui sont très coûteuses. Et comme en fait, nous, nos pneumologues qui étaient avec nous ont dit, de toute façon, nous, ce qu'on a besoin, c'est un outil, parce qu'il n'y a rien. Et l'outil, en lui-même, il va améliorer la qualité de vie et le souffle du patient. On n'a pas besoin de ces études qui vont nous retarder au niveau du lancement du produit. Et vous aurez bien le temps de le faire dans un futur. Non, ce qui veut dire que on s'adresse à qui? Aux particuliers, c'est-à-dire qu'on le rapporte chez nous, ou aussi aux kinés qui disent voilà, moi je peux traiter finalement 2 patients en même temps, j'en mets un qui fait ses exercices et je me sers de l'autre. Ouais. Alors, on peut même traiter jusqu'à 4 patients en même temps, puisqu'on a développé une solution qui permet de faire de la rééducation de groupe. Donc ça, c'est pour les centres de rééducation respiratoire. Ils ont un grand écran tactile qui se connecte aux 4 flûtes, et en fait, les patients vont s'affronter. Donc on joue, on se rend pas compte qu'on fait des exercices en fait, mais fait. Et voilà, donc ces patients, souvent, ils sont pris en charge suite à une hospitalisation sur une cure de réhabilitation respiratoire pendant 6 à 8 semaines dans ces centres. Et ensuite, en sortie de rééducation, le problème, c'est que souvent, ils partent sans outils et un peu à l'abandon. Donc nous, on a également un pack pour le patient qui lui permet de s'équiper à domicile. Et là, il installe l'application mobile soit sur son smartphone, soit sur sa tablette. On a envie de vous demander les résultats aujourd'hui, de se dire est-ce que ça a amélioré en tout cas le parcours patient, et est-ce que ça a amélioré la santé des patients surtout? Alors, on est commercialisé depuis le mois de mai, donc on n'a pas suffisamment de recul, mais on a déjà, on sent qu'il y a une attente, parce que on avait produit 50 flûtes lors de notre première série, et elles sont toutes parties avant même qu'on ait pu communiquer sur le fait qu'on commercialisait. Donc là, on relance une nouvelle production. On a les lots qui se libèrent là dans cette semaine. Au début de la semaine prochaine. Et donc, on a également 2 centres qui s'en sont équipés, le fameux grand écran avec 4 patients. Et on espère que ça va continuer. Mais on a un partenariat à tous les amateurs. Mais Vanessa Le Sorbe, la kinésithérapie respiratoire ou la visite chez le pneumologue, ça coûte beaucoup d'argent à la sécurité sociale. Vous lui permettez de faire des économies. Est-ce qu'ils vous ont dit bravo, merci? Dites-nous comment ça se passe avec eux. Ça va venir. Ça va venir, pas encore. Il manque d'éducation, c'est ça? Ils ne nous ont pas encore dit merci, parce que là j'espère que l'exposition avec Sud Radio sera profitable. On n'est pas forcément toujours connu. Voilà, lorsqu'on monte une start-up, on se fait connaître au fur et à mesure. Mais voilà, c'est l'idée, c'est-à-dire d'améliorer le parcours du patient, d'améliorer sa qualité de vie, d'améliorer aussi la gestion au quotidien du praticien, parce que là, dans les centres, si on met 4 patients en autonomie sur notre solution, c'est du temps libéré pour le praticien pour prendre d'autres patients en charge. Et
Et quand on sait qu'il y a à peu près 3 mois à 6 mois d'attente entre chaque consultation, et ben, l'idée, c'est aussi de raccourcir ces temps de... Et ça réduit la charge mentale aussi des patients, puisque c'est finalement très ludique plutôt que rébarbatif. Et forcément, c'est français. C'est un dépôt français qui va pouvoir s'exporter. Exactement. Tout est fabriqué en France, de la plasturgie à l'électronique, en passant par l'assemblage. On travaille avec un établissement adapté, donc avec des personnes en situation de handicap. Et voilà, tout le packaging, tout est fait en France. Et on a déposé un brevet en France et à l'international. La phase de validation a été finie en France, donc le brevet est validé. Et là, on est sur les étapes de validation pays par pays. On a plus d'une dizaine de pays déposés. Et là, dans 3 semaines, je suis au Japon, puisqu'on nous a conviés, la Chambre de commerce externe du Japon nous a conviés à participer au CIATEC, qui est le salon d'innovation technologique à Tokyo. En tout cas, vous avez largement mérité d'être l'une des lauréates de Be a Boss. Merci beaucoup. En tout cas, belle fierté. On était ravis de vous avoir en ligne. Dans un instant, elle vous le dira. Et vous pouvez la croire, puisque les coquilles d'œufs sont un trésor. On vous en parle dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Le 21 septembre dernier, Sud Radio était partenaire d'un très bel événement, Be a Boss, avec notre invité qui était avec nous, Laurent Zagorelli. Merci en tout cas d'être avec nous. C'était à Paris où 17 candidates, en tout cas entrepreneurs, ont pitché leur projet entrepreneurial et c'était passionnant. Et ce soir, en tout cas, on les accueille, on est ravis de les accueillir. C'est une prise de risque quand on arrive sur scène de dire finalement l'œuf est un trésor, et en tout cas ça s'appelle Circuleg, offre donc une nouvelle vie aux coquilles d'œufs, et on va en parler avec la jeune directrice générale Justine Lecaillé est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et je dois vous avouer, quand vous êtes arrivé sur scène et que vous nous avez dit effectivement l'œuf est un trésor, je me suis dit là c'est tout à fait intriguant. Donc vous allez nous réexpliquer, si vous permettez, pourquoi effectivement cette coquille d'œuf a quelque chose de spectaculaire. Merci pour cette présentation et cette invitation. Donc Circuleg, effectivement, on est 3 associés. Je ne suis pas toute seule. Il y a également Yacine Kabech et Samuel Olivier. On est une entreprise qui... Yacine Kabech, qui est à la base de l'idée. Oui, exactement. Qu'on a rejoint plus tard avec Yacine. Ça fait 4 ans maintenant qu'on porte ce projet. L'idée, c'est dans une démarche d'économie circulaire, c'est de donner une seconde vie aux coproduits de l'industrie agroalimentaire, en commençant par les coquilles d'œufs, pour vraiment recréer du lien entre des filières industrielles qui n'existaient pas avant dans une démarche locale et circulaire. Oui. Et donc pour cela, on a développé un procédé industriel breveté, unique au monde, pour effectivement décontaminer, séparer la coquille de la petite membrane. Et à la fin de ce procédé, on obtient 2 nouveaux ingrédients sous forme de poudre qu'on va pouvoir valoriser comme nouvelle matière première, biosourcée, recyclée, avec une meilleure traçabilité et décarbonée, pour des industries différentes. Alors, Philippe, pourquoi, j'ai du mal à comprendre. En 2023, les œufs existent forcément depuis la nuit des temps. Personne n'a jamais fait ça, en fait. C'est souvent la question qu'on nous pose. Pardon de vous le dire, je trouve ça fou. Alors, effectivement, juste pour vous donner quelques chiffres, effectivement, la France, premier producteur d'œufs européen, ça représente 15 milliards d'œufs de produits chaque année en France. Et c'est 40 000 tonnes de coquilles d'œufs qui sont rejetées par l'industrie agroalimentaire. Et pendant longtemps, en fait, il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait pas sur la valorisation de ces biodéchets, en fait. Et donc, les industriels s'en préoccupaient peu. C'était un coût, en fait, pour elles. Et donc, c'était souvent incinéré ou mis dans des bennes et épandu directement sur les sols avicoles, jusqu'à ce que la réglementation sanitaire tape un peu du pied et dise, il faut faire quelque chose. Il faut trouver des solutions. Alors, vous l'avez dit, c'est un trésor. Quel trésor trouve-t-on dans la coquille d'œuf ? Eh bien, c'est très simple. Une coquille, il y a 2 constituants. Il y a la partie externe de la coquille. Donc ça, c'est du carbonate de calcium. C'est un minéral qu'on retrouve dans beaucoup d'applications. C'est une source de calcium déjà pour l'alimentation. Puis ça peut être utilisé comme un agent de charge dans tous les matériaux, la peinture, le verre, le revêtement de sol. On en trouve partout. Et puis surtout, il y a cette petite... Et ensuite, il y a la membrane. Donc la petite pellicule que vous voyez exactement. À l'intérieur de l'œuf. Exactement, qui est embêtante quand on essaye d'écailler un œuf. Eh bien ça, c'est du collagène. Ah mais moi, je me la mets sur le visage. Vous avez bien raison, parce que c'est très riche en biomolécules d'intérêt. Donc du collagène, de l'acide hyaluronique, de la chondroïtine sulfate. Donc, ça peut sonner barbare comme ça, mais en fait, c'est des molécules qui ont des vraies propriétés prouvées cliniquement, sur tout ce qui est diminution de la douleur articulaire,
sur la beauté de la peau et des cheveux. Et donc ça, on peut le valoriser, tout ce qui est cosmétique, compléments alimentaires, même la nutrition pour sportifs est intéressée. Ça veut dire que l'industrie, par exemple, de la cosmétique, n'a jamais utilisé cette filière de la coquille d'œuf? Non, jamais. En fait, jusqu'à présent, le collagène qu'on utilise beaucoup dans les crèmes est uniquement d'origine animale. Ils n'ont jamais réussi à reproduire la molécule d'un point de vue vegan, et c'est issu d'extraction marine, bovine ou porcine. Et en fait, on a creusé un peu le sujet et on s'est rendu compte que souvent la matière première, les peaux de poisson, venaient d'Asie, d'Amérique du Sud, importées. Il y avait très très peu de traçabilité sur l'origine de la matière première. D'accord. Et donc avec ces œufs, vous arrivez à faire quoi, par exemple, vous pouvez faire pour le BTP aussi, pour les cosmétiques, le BTP, dites-nous les produits, parce que dans les peintures, on n'imagine pas franchement avoir de la coquille d'œuf. Si, couleur coquille d'œuf. Exactement. Alors, nous, on est des ingrédientistes. Juste pour préciser, on ne fabrique pas le produit fini. Non. On va le vendre Vous allez l'extraire. Exactement. On va à des labos, à des... Exactement, on va le vendre à des gros acteurs de la peinture, des gros acteurs du verre, pour ne pas les citer. Et eux, ensuite, vont les intégrer dans leur processus. En fait, eux, ils utilisent déjà du carbonate de calcium, mais qui est d'origine minière, enfin, d'origine des carrières de calcaire, donc d'origine fossile, qui a un impact important sur la biodiversité et un impact carbone aussi. Et ils ont des obligations légales pour réduire leur part fossile et augmenter la part de biosourcés dans leur formulation. Et donc nous, on leur apporte une vraie solution, la première alternative au carbonate de calcium fossile. Vous avez dit que la production française, c'était 15 milliards d'œufs par an. Ouais. 40 000 tonnes finissaient par être incinérées. Alors là, c'est vraiment une question, vous n'avez peut-être pas la réponse. 40 000 tonnes, ça représente combien par rapport à ces 15 milliards? Parce que une coquille d'œuf, on est d'accord que ça pèse rien. On n'a aucune idée. Ça, je sais pas, ça pèse 5 grammes, 10 grammes, j'ai aucune idée. Combien pèse une coquille d'œuf? C'est à peu près 10%, le poids de la coquille, c'est 10%. Donc il y a 15 milliards, ça c'est ce qui est produit en France. Il y a 6 milliards qui parlent pour l'industrie. Qui part souvent vers les casseries, les usines qui transforment les œufs, en fait, qui cassent les œufs pour séparer le blanc et le jaune, pour les vendre ensuite à des Danone, des Nestlé, enfin des grandes entreprises agroalimentaires pour faire leurs plats à partir d'œufs. C'est elles qui rejettent le plus gros volume industriel de coquilles d'œufs. Et donc, sur ces 6 milliards, il y a une partie, bien sûr, qui est exportée. Mais pour vous donner un chiffre, 40 000 tonnes, c'est 10%. Le poids d'une coquille, c'est à peu près 10% du poids total de l'œuf. Alors, vos partenaires sont les casseries, on est d'accord, puisque vous récupérez ces produits qui étaient considérés comme des déchets, et ensuite, vous les envoyez à différentes industries, c'est ça? Exactement. Donc, nous, on a développé un procédé industriel en interne. Donc, on est une entreprise industrielle. On participe à la relocalisation de l'industrie en France. C'est bien. Encore un point, on vous met encore un point. Exactement, on coche les cases. D'ailleurs, on ouvre une usine, là, c'est officiel, on va ouvrir une usine à Janzé, en Bretagne. Oui. Vous êtes conviés à l'inauguration, d'ailleurs. Avec grand plaisir. Merci. Et cette usine va nous permettre, effectivement, de produire des volumes importants pour vendre ensuite les ingrédients aux industries en B2B, donc dans la cosmétique, dans la nutrition, dans le complément alimentaire. 4 ans, hein, ça fait 4 ans, c'est ça. Ouais, c'est exactement. Incroyable, hein, vraiment. Vous avez parlé de réindustrialisation. On a 164 milliards de déficit commercial, ça fait un peu beaucoup. Est-ce que là, avec les industriels que vous arrivez à séduire, et puis les industriels du verre, des cosmétiques, il n'y a pas que des Français, heureusement, est-ce que vous allez vous développer à l'exportation ? Oui, bien sûr, c'est l'idée. Avant que ce soit déjà fait. Hein. Alors, pas encore. On se concentre sur la France. Néanmoins, on a été approché par des acteurs, donc déjà des casseries européennes, puisque c'est un problème global qui est présent. Oui, aux États-Unis aussi, des acteurs aux États-Unis, c'est des gros producteurs. Ça veut dire qu'à l'étranger, ils ne savent pas le faire. Ils ont la même problématique qui est, aujourd'hui, c'est un coût pour eux de valoriser leurs coquilles d'œufs. D'accord. Et donc, en Europe, pour vous donner un ordre d'idée, on a 160 000 tonnes de coquilles rejetées par les casseries. 40 000 tonnes en France. Le reste, c'est principalement l'Allemagne, l'Italie et la Hollande. On est déjà en contact avec ces acteurs, puisque l'idée, c'est de dupliquer notre modèle. En fait, on développe une usine en France, mais on veut dupliquer une usine. On se met au barycentre, en fait, aussi, entre tous nos acteurs, puisque c'est des usines qui sont très localisées au même endroit. Enfin, les casseries sont très concentrées au même endroit. Donc, on veut dupliquer notre modèle, effectivement, à l'échelle européenne et ensuite mondiale. Et vous avez posé un brevet pour ça ou pas ? Oui. Oui, validé. Un brevet mondial validé. Pour l'instant, il n'est pas encore mondial, c'est en cours. Un brevet européen, donc déjà, théoriquement. Donc, du coup, qui nous protège effectivement sur notre technologie de séparation coquille-membrane.
Voilà, vous l'avez dit à l'antenne, de toute façon, c'est trop tard pour vous, Philippe David. Mais on recrute. Je me fais une remarque, les femmes de BioBoss ne sont pas des omelettes. Non, ben c'est pas mal. En tout cas, vous méritez bien effectivement d'avoir été lauréate de ce BioBoss Award. Merci beaucoup Justine Lecallier d'avoir été avec nous, directrice générale. Ça s'appelle Circule Egg. Et puis vous pouvez postuler pour cette usine qui devrait s'ouvrir en Bretagne dans quelques temps. En tout cas, vous avez des enfants entre 15 et 20 ans. Ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire comme métier. Difficile aujourd'hui de faire de rentrer des immersions en entreprise. Et ben il y a une idée qui est géniale, qui s'appelle Willby. C'est une application qui vous permet de vivre au quotidien avec des métiers et avec des gens qui vous montrent leur métier pendant une semaine. Et c'est génialissime. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Prévoit responsable. Si vous venez de nous rejoindre, nous étions le 21 septembre dernier en partenariat avec Sud Radio au BioBoss Award. C'est-à-dire que 17 femmes, en tout cas jeunes femmes, sont venues présenter, pitcher, comme on dit, leur entreprise qu'elles ont montée, leur start-up, et certaines ont remporté, en tout cas, un très beau prix. Toutes étaient assez formidables et on valorise effectivement ce soir l'entrepreneuriat féminin. Et puis pas mal d'idées assez intéressantes, et on se demandait avec Philippe David pourquoi on les a pas eues. Alors ça déjà c'est un vrai problème pour nous. Oui. Mais bon, en tout cas, chacun son métier. Nous on n'a pas de pétrole et on n'a pas d'idées, c'est ça le problème. Et une application totalement gratuite pour découvrir des métiers en stories a été présentée. Ça s'appelle Willby et Charlotte Tandou est avec nous, présidente de Willby. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous pour l'invitation. Alors là, c'est un sujet très intéressant pour nous, parce que nous, Philippe David et moi, nous avons une émission sur l'emploi le mardi soir, et on se dit toujours, ce qui pêche finalement dans l'emploi et après l'adolescence, c'est de dire, est-ce que l'orientation est suffisamment claire pour que les élèves, ou en tout cas les professionnels de demain, puissent choisir un métier. Alors, c'est difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller en entreprise et de faire des stages dans des entreprises. Et ben vous avez trouvé une solution innovante, hyper intelligente et surtout qui donne envie. Merci, oui, en effet, c'était le concept de se dire aujourd'hui on a les stages d'immersion en troisième, mais très souvent on va le faire dans l'entreprise de papa et maman ou chez un ami et pas forcément auprès d'un secteur ou d'un métier qui nous intéresse. Donc c'était de se dire, en fait, on a aujourd'hui tous un téléphone greffé au bout de la main et même les jeunes. Donc autant faire en sorte qu'ils puissent découvrir des métiers dessus en calquant un peu les formats des réseaux sociaux qu'ils utilisent déjà, quoi. Comment est née l'idée de Willby ? Alors l'idée de Willby, c'est la croisée de plusieurs chemins. En fait, j'ai ma maman qui est assistante maternelle depuis ma naissance, donc depuis petite, j'ai vu énormément d'enfants grandir et la fille de la nounou est souvent la confidente. Et quand ils arrivent au collège, lycée, et que je leur demande alors, tu sais ce que tu veux faire plus tard, c'est souvent la panique. Donc je me suis dit, mais c'est pas normal qu'encore aujourd'hui, on en soit au système de fiches métiers pour les orienter. Il faut créer quelque chose de nouveau. Pareil pour mon filleul. Et voilà, en fait, en me disant, il y a des gens qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils seraient largement capables de transmettre leur passion pour leur métier. Et plutôt que de suivre des influenceurs, autant qu'ils suivent des pros dans leur quotidien pour mieux s'orienter. Donc c'est né un peu de ça. C'est ce qu'on appelle un peu du mentorat. Alors le fonctionnement de cette application qui est hyper intéressante, vous allez nous l'expliquer. Donc elle est téléchargeable par tous ? Oui. Ouais, complètement. Elle est totalement gratuite pour les utilisateurs. Elle est sur tous les stores. Et en effet, le concept, donc comme j'ai dit, on reprend des codes de plein de réseaux sociaux et d'autres plateformes comme Netflix que tout le monde connaît bien. Donc elle est assez facile à prendre en main. On a même une sorte de Tinder des métiers qui permet d'être face à des métiers auxquels on ne penserait pas de nous-mêmes. Et le concept phare, c'est que lorsqu'on s'abonne à un métier toujours gratuitement, mais c'est ce qui enclenche que pendant une semaine, on reçoit des vidéos stories d'une vraie avocate, d'un vrai boulanger qui nous montre ses missions, son environnement, ses collaborateurs, etc. Comme un stage de découverte, mais digitalisé, quoi. Alors, c'est gratuit pour ceux qui font les stories, mais il faut bien vivre et c'est payant, mais pour qui ? Ouais, très bonne question. J'ai une bonne question par an, vous êtes tombé le bonsoir.
Non, oui, c'est vrai que forcément, il faut qu'on ait un modèle économique derrière pour continuer à se développer. En fait, très rapidement, on s'est aperçu avec mon associé, qui m'a rejoint rapidement dans le projet, qu'il y a des entreprises et des organisations professionnelles qui ont des difficultés à recruter et à faire connaître leur métier. Donc, pour eux, c'est une solution, tout simplement, de valoriser leur métier sur notre application pour les faire connaître à ces jeunes et voilà, faire savoir qu'ils recrutent. Donc, eux nous payent pour qu'on fasse des vidéos et qu'on les diffuse sur l'appli en mettant des petits liens vers leur site carrière, leur site de CFA, de centre de formation, etc., s'ils en ont en interne. Donc voilà un peu qui paye justement pour cette application. Et ça représente combien de métiers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 260 métiers sur l'appli, dont 160 en vidéo. Donc c'est un très gros travail de création de contenu. On ajoute environ 10 métiers par mois en vidéo. Et ça veut dire qu'il faut, c'est pareil, vous parlez de votre avocate, ça veut dire que d'autres avocats vont faire la même chose pour essayer de nourrir aussi, de ne jamais regarder les mêmes vidéos ? Alors oui, en effet, il peut y avoir des métiers qui sont représentés par plusieurs personnes. Donc on essaie de pas faire trop de doublons, mais par exemple, il y a des métiers, je sais pas, designer graphique, c'est un métier qui n'a pas le même quotidien si on est indépendant, si on est en studio, en agence, ou si on est chez l'annonceur, donc en entreprise. Donc là, dans ce cadre-là, on va pouvoir le présenter plusieurs fois pour montrer les différents contextes d'exercice. Ouais. Mais vous pouvez même aller beaucoup plus loin, parce que vous parlez des 15-20 ans, et par exemple, quelqu'un qui a fait des études de droit pour être avocat, Cécile parlait de l'avocate qui est en story, entre un avocat pénaliste qui va aux assises et un avocat fiscaliste qui va faire complètement autre chose, ou un avocat en droit immobilier ou en droit de la famille, vous pouvez faire, je ne sais pas combien de spécialités chez les avocats, mais 50 stories minimum. Hein. Ah ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a des métiers en fonction du secteur et de la spécialisation, ça peut être hyper varié. C'est comme le métier d'ingénieur. Ingénieur, c'est un titre, c'est un diplôme, mais derrière, c'est dans tous les secteurs qu'on peut l'être, etc. Donc en effet, et justement, vous avez parlé des étudiants. Il y a aussi des étudiants qui utilisent notre appli, soit pour affiner justement les études qu'ils vont faire par la suite, soit pour de la réorientation. Est-ce que ça participe aussi à la revalorisation de certains métiers, peut-être plus anciens, les métiers de la main, l'artisanat, auxquels on ne penserait pas et qui effectivement ce sont des métiers pérennes, on en a parlé hier, pérennes, où on gagne finalement bien sa vie et on sait qu'on aura du travail? Oui, tout à fait. Alors, ce genre de métier, il y a des métiers auxquels on ne pense pas, qui sont très peu connus, qu'on va faire de nous-mêmes. Je sais pas, par exemple, je pense aux métiers de cordiste ou sellier qui sont très peu connus par les jeunes. Mais en effet, on a aussi des orgas pros qui veulent valoriser leur métier parce qu'ils sont en mal d'image, on va dire, comme l'orga de l'Union des métiers du bois, avec qui on a fait les métiers de menuisier, charpentier, conducteur de travaux bois. D'ailleurs, c'est une femme qui représente ce métier-là. Donc, en effet, c'est vraiment un moyen de faire passer beaucoup de messages aux jeunes à travers les vidéos portées par les pros eux-mêmes, notamment cette valorisation de métiers un peu en perte d'image, quoi. Vous avez dit que c'était votre maman qui était assistante maternelle qui vous a donné cette idée. On va revenir un peu en enfance pour les gens qui ont un peu plus de 50 ans, on va dire ça comme ça. On se souvient que les conseillers ONICEP, franchement, ils n'avaient pas grand-chose à nous dire. Toujours les mêmes métiers. Ils n'avaient rien à dire, toujours les mêmes métiers. Vous êtes bon en maths, essayez de devenir prof de maths, ou en français, devenez prof de français. Est-ce que ça, vous avez passé, par exemple, des partenariats avec l'ONICEP? Est-ce que vous allez voir les conseillers d'orientation, etc., pour le faire connaître? Parce que l'idée est vraiment géniale. Mais oui, tout à fait. Pour nous, c'est un peu des prescripteurs, on va dire. Alors au début, on avait de la part de certaines personnes cette méfiance, de se dire mais vous allez vous essayer de nous remplacer. Alors pas du tout, parce que nous, on dit pas aux jeunes, toi tu es fait pour ce métier, tu es fait pour ce métier. On fait découvrir le métier. Tout ce qui est accompagnement personnalisé, il faut que ça soit avec une personne. Donc ils sont pas mal déjà à recommander notre application une fois qu'ils l'ont découverte. Et nous, en effet, on essaye au maximum de communiquer auprès d'eux, et on fait pas mal de sessions visio, etc., pour leur montrer l'application, leur faire découvrir l'outil. Il y a aussi en effet tout ce qui est psychologue de l'éducation nationale, donc les conseillers d'orientation qu'on trouve dans les établissements. Donc on essaie petit à petit de se faire connaître auprès de tout ce public-là, tout en sachant qu'on a été lauréat d'un appel à projet du ministère de l'Éducation à nos débuts. Ce qui nous donne quand même une certaine crédibilité à leurs yeux, donc c'est quand même plus facile de leur parler à ce moment-là. Mais en tout cas, ils sont assez ouverts aux nouveaux outils pour la plupart, donc ça fait plaisir à voir. À l'heure où le gouvernement vante le plein emploi, vous êtes vraiment dans la thématique?
Oui, complètement, parce que au final de cette envie pure à la base, on va dire, d'aider les jeunes dans leur orientation, est née aussi cette espèce de matching avec les besoins du marché du travail. Justement, on éduque les entreprises et les orgas pro au fait qu'il faut pas s'adresser aux jeunes quand ils sortent d'études, mais beaucoup plus tôt, pour justement les diriger vers les formations où ils vont pouvoir être recrutés par la suite. Donc, en effet, si on peut apporter notre pierre à l'édifice à une restructuration un peu du marché de l'emploi, c'est toujours chouette et bien à faire, quoi. C'est les régions qui gèrent les lycées. Est-ce que vous êtes en contact avec les régions? Il y a quelques semaines, dans les Vraies Voix Responsables, vous êtes légèrement originaire de Toulouse, a priori. On avait le vice-président de la région en charge de l'éducation. Ça peut être bien pour vous de rencontrer les régions pour aller mettre ça dans les lycées quand il y a les séminaires de... Enfin, c'est pas des séminaires. Est-ce que vous pensez qu'elle vous a attendu? Non, mais ça peut être un plus, un bon coup de boost, non? Oui, complètement. C'est vrai que ça fait pas si longtemps que ça que les régions ont cette compétence au niveau de l'orientation, faut récupérer cette gouvernance, on va dire. Donc ça passe beaucoup par des appels à projets. Donc on a en effet répondu à celui d'Occitanie, puisqu'en effet on est de Toulouse. Donc avec eux, on a créé justement un atelier que les profs peuvent faire en classe via une vidéo qui diffuse. C'est une petite session d'une demi-heure assez rapide, mais au moins ils leur font déjà découvrir pas mal de métiers, l'appli et tout. Et petit à petit, on se fait connaître de toutes les autres régions. Donc c'est un travail de longue haleine, mais en effet, c'est intéressant d'échanger avec eux parce que ça nous permet d'être diffusés à plus grande échelle, quoi. En tout cas, c'était passionnant d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Charlotte Tandou, présidente de Wilby. Ça s'écrit W-I-L-B-I. Téléchargez. Là, il y a une faute d'anglais. Au lycée, ça passe pas. Merci mille fois d'être avec nous. Et dans un instant, on va rester ensemble et on sera avec le papa, finalement, un peu le papa finalement de toutes ces belles innovations, et on parlera et on fera un état des lieux justement de ce qui s'est passé. Il y a eu un tour avec Be a Boss, un tour un peu partout en France. On va en parler et on va comprendre effectivement que l'entrepreneuriat français est l'avenir peut-être de l'emploi en France. À tout de suite. Les vraies voix responsables et surtout les vraies voix entrepreneuses, Philippe, oui. Avec ce soir beaucoup de femmes à la tête d'entreprises, à la tête d'idées qu'on aurait souhaité avoir. Et dommage, c'est elles qui les ont eues. En tout cas, ça fait bouger la France. On réindustrialise. C'est 100% français. Et il y en a un qui n'est pas là par hasard, forcément, c'est Laurent Zagaroli. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le magazine Be a Boss a finalement eu une très bonne idée en organisant un tour de France pour aller chercher ces pépites, parce que ce sont vraiment des pépites. Oui, c'est un événement qui a été créé bien dans le micro. Il y a 8 ans, c'était la 9e édition cette année, et c'est venu en fait d'un constat. On a commencé à organiser des événements pour mettre en relation des startups avec des investisseurs dans le cadre de levée de fonds, ou des startups avec des corporates et des grands groupes, pour celles qui recherchaient des partenariats commerciaux industriels. Et puis au bout de 3 événements, on s'est très vite aperçu qu'on avait 0 femmes qui venaient présenter leur projet, et on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on crée un événement pour pousser les femmes à entreprendre et mettre les rôles modèles féminins qu'il y a en France, parce qu'il y en a beaucoup, en avant et donner envie d'entreprendre. Mais on en a reçu 3 ce soir qui sont toutes fabuleuses. Franchement, c'est des idées géniales. On regrette de ne pas les avoir eues d'ailleurs, on le répète. Mais on se dit, avec un terreau intellectuel et entrepreneurial comme ça avec les femmes, les hommes doivent pas être en reste, mais le plein emploi, c'est pour demain, quoi. Probablement. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de candidatures. Cette année, on a reçu 900 dossiers de candidatures de femmes entrepreneurs. On en a fait pitcher dans toutes les régions, y compris aux Antilles, une petite centaine. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois un pitch, je suis un peu comme vous. Je ne savais pas que ça existait. On pouvait faire ce qu'on pouvait faire avec la coquille d'œuf. Comment elle a eu l'idée ? Comment elle a eu cette idée ? Souvent, il y a une histoire personnelle derrière. Et pourquoi je ne l'ai pas eu moi avant, quoi. Voilà. C'est ça. Et à chaque fois, c'est des histoires incroyables. Je rebondis sur quelque chose que vous avez dit il y a quelques instants, qui revient assez souvent, c'est de dire finalement, lorsque vous avez commencé, il n'y avait pas de femmes. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne se sentaient pas légitimes ? Est-ce que finalement, il peut-être opérer un déclic ? Oui, alors je pense qu'il y en avait probablement moins il y a 9 ans. Il y avait aussi beaucoup moins de structures dédiées à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, Be a Boss, donc c'est un événement qui est organisé sur toute la France, mais maintenant dans toutes les régions, il y a des incubateurs qui accompagnent spécifiquement les projets par des femmes. Il y a des réseaux de femmes, il y a plein d'initiatives qui sont faites pour les femmes, pour les mettre en avant. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus
de facilité maintenant pour qu'elles entreprennent. Et puis, comme il y a aussi beaucoup plus de rôle modèle, c'est un peu ce qu'on fait sur Bioboss. C'est-à-dire je me souviens, il y a une année, on avait fait intervenir une femme à Toulouse, la fondatrice de Karine et Jeff, qui dit pendant qu'elle a créé son entreprise, elle a eu 7 enfants, elle a fait 3 tours du monde. Bon, quand on est dans la salle et qu'on se dit, moi je me demande si je vais monter ma boîte, comment je vais faire pour avoir un enfant, en fait on se pose plus la question quand on entend ça. Ah bah là, oui. Donc l'idée c'est vraiment aussi de faire témoigner ces femmes-là qui disent qu'il faut arrêter de se poser la question, il faut y aller. Mais qu'est-ce qui différencie les entrepreneurs hommes des entrepreneuses? Alors si on regarde dans le studio, elles ont plus de cheveux, le talent, non mais à part le côté capillaire. Moi juste la chose il y a peut-être 2 choses que je vois moi, c'est que peut-être qu'elles sont probablement plus perfectionnistes que les hommes, et que du coup, tant que le produit n'est pas abouti ou le service n'est pas abouti, elles vont pas forcément lancer leur société, donc ça prend plus de temps. Voilà, elles sont. Il y a peut-être aussi un manque de confiance en soi, entre guillemets. On disait, tout à l'heure, Patrick Roger, quand il est intervenu, disait nous, on sollicite aussi beaucoup de femmes pour intervenir à la radio, mais on n'a pas tant de retours que ça. Il y a peut-être aussi un manque de confiance. Mais maintenant, je pense que toutes les structures qui existent sont là aussi pour les accompagner. Après, ce sont des entrepreneurs comme les autres. Il paraît que les entreprises portées par des femmes, ou en tout cas quand il y a des femmes dans les comités de direction, sont plus pérennes, plus rentables. Donc, tant mieux. Peut-être, et tant mieux. Mais je pense que voilà, il faut y aller. Mais en tout cas, il ne faut pas opposer les entrepreneurs hommes et femmes, ça c'est sûr que non. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les 12 pitcheuses qui étaient à cet événement le 21 septembre, on se rend compte qu'il y a d'abord des histoires d'amitié qui naissent, voilà, des histoires familiales, où toute la famille s'engage. Enfin voilà, il y a vraiment des histoires. C'est pas, from scratch, je décide de monter une entreprise tout seul. On sent que derrière, ça a été réfléchi, ça a été mûri, la famille est derrière, les amis, il y a il y a beaucoup de générosité, ce qui était assez dingue. C'est vrai que l'idée, souvent, elle vient d'une histoire vécue, avec sa famille, avec ses amis, avec des choses qu'on a rencontrées dans la vie, et qui font qu'on a cette idée, on s'est dit, il y a un problème, je vais le résoudre. Voilà. Après, une fois qu'on a l'idée, il faut y aller. Mais est-ce que derrière, ces femmes que vous suivez depuis 9 ans, ces entrepreneurs, est-ce qu'il y a malheureusement des échecs in fine, ou le taux d'échec est quand même assez rare? Non, il y a des échecs. J'allais dire malheureusement, mais après c'est la vie d'une entreprise. Mais il y en a. Je suis pas sûr qu'il y en ait plus que dans les entreprises créées uniquement par des hommes. Non, je faisais pas le lien entre les hommes et les femmes. C'est juste de dire que toutes ces startups qui se montent depuis 9 ans, qui sont incubées, et finalement, est-ce qu'il y en a beaucoup qui finalement explosent? Il y en a qui explosent, mais pour je pense que c'est la normale. Et après, pour information, nous, toutes celles qui ont été lauréates de Bioboss depuis l'origine de l'événement, leur société existe toujours. Ah oui, donc, et ça fait 8 ans déjà pour la plus ancienne. Et est-ce qu'il y en a certaines qui ont, on va dire, explosé le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, évidemment, bon, c'est pas désagréable, le bénéfice, etc. Oui, il y a des sociétés, je pense à Respire par exemple, qui a été fondée c'est génial. C'est formidable. Il y a Too Good To Go, enfin, il y en a plein. Et après, il y en a beaucoup qui ne sont pas visibles forcément du grand public, parce que finalement, il y en a beaucoup qui sont dans le B2B aussi. Oui. Business to business, c'est-à-dire on ne vend pas aux particuliers. Contrairement au B2C, le business to consumer, jusqu'au business, entreprise à consommateur. Exactement. Mais il y a un certain nombre. Les œufs, c'est à l'industrie. Mais il y en a un certain nombre qui ont bien progressé, qui ont levé des fonds, qui continuent d'exister, qui se font racheter d'ailleurs aussi parfois. Donc parfois c'est un mauvais signe, mais parfois c'est un bon signe aussi. Donc non, il y en a beaucoup qui sont pérennes quand même. Est-ce que l'édition 2024 commence déjà à papillonner? Oui, alors on a déjà posé les dates de la tournée 2024. Donc on sait aujourd'hui dans quelle région on sera et à quelle date. On va ouvrir l'appel à candidature, je pense, dans la première quinzaine de novembre. Finalement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent peut-être que moi j'aimerais bien postuler, il y a un cadre. C'est quoi? Est-ce qu'il y a en fait, il y a des conditions qui sont minimes. Il faut que le projet soit porté
par au moins une femme, donc la femme peut être fondatrice ou cofondatrice, voilà, et que l'entreprise a été créée, donc l'année prochaine, ce sera après 2019. Ah oui, après 2019. Donc plutôt jeune. Il n'y a pas de critères de secteur d'activité, de chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'il y a des régions, pardon Philippe, des régions qui sont plus où le terreau est plus favorable? Oui. Peut-être plus dynamique. J'ai envie de dire la région Nouvelle-Aquitaine, qui a un écosystème très très dynamique. Oui. Et c'est souvent une des régions sur lesquelles on a le plus de dossiers, le plus de participantes. Région Occitanie, plutôt bien aussi. En fait, le sud d'ailleurs, parce que la région sud aussi. Oui. C'est l'ex-PACA pour les auditeurs qui ne savent pas comment ça a changé. C'est quoi? Parce qu'il y a plus d'incubateurs, il y a plus peut-être d'organisation, de structures. Et ça aide. Il n'y a pas de profil type pour l'entreprise qui postule à BioBoss? Non. Enfin, si c'est pas une entreprise de 300 salariés, mais c'est... Oui, voilà, c'est plutôt des jeunes entreprises. Mais après, cette année, on avait des jeunes entreprises, mais des jeunes dirigeantes et des moins jeunes dirigeantes. Oui, absolument. On avait une dame qui était assez âgée et qui est venue présenter un truc incroyable. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour rien faire. Ce bus... un format truck. Voilà, pour aller réparer. Donc, ils installent des minibus, si je puis dire, avec des réparateurs à l'intérieur, qu'ils posent dans différents supermarchés en France. Et pendant que vous allez faire vos courses, vous pouvez faire réparer votre portable. C'est génial, moi, je trouve ça génial. C'est une super idée et c'était une entreprise totalement familiale. Exactement. Voilà, il y avait la mère, le fils et la belle-fille. Voilà, c'est ça. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ça rappelle une chanson. Exactement. En tout cas, c'était hyper inspirant. On a adoré. Je crois que le public aussi a adoré. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Zagorelli. Merci à vous. On était très fiers de ce partenariat et j'espère que l'année prochaine, on recommencera. Avec plaisir. Ça s'appelle BioBoss. Vous pouvez aller voir sur leur site internet et allez-y, mesdames, allez postuler parce que c'est vraiment canon. Et en plus, on mange bien, on est bien reçus et on fait des rencontres formidables. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Dans un instant, la suite des programmes. Nous, on se retrouve demain en direct. 17h en direct du stand Škoda au salon de l'auto de Lyon. Absolument. On part chez les